cadre du développement des synergies partenariales privées-publiques dans le domaine de la santé, Panorama Santé et Environnement, en partenariat avec le laboratoire Louise et HCJ Hospital de Kinshasa, Brazzaville, capitale de la République du Congo, a abrité le 11 octobre 2018 dernier une conférence scientifique dans le cadre du développement des partenariats dans le domaine de la chirurgie orthopédique entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. L'élaboration et la conception de cette conférence n'ont pas été le fait de seul Panorama Santé et Environnement, mais de bien d'autres partenaires dont le laboratoire Louise, un jeune laboratoire d'analyse médicale très prometteur, et HCJ Hospitals, incontestablement la plus moderne des structures sanitaires privées dans la sous-région CEAC. Pour répondre à la demande des gouvernements, Panorama Santé et Environnement ainsi que ses partenaires, le laboratoire Louise et HCJ Hospitals, veulent mieux investir dans le domaine de la promotion de la santé en suscitant le développement des partenariats dans la sous-région Afrique centrale compte tenu des enjeux à relever. Nos remerciements vont aussi à nos conférenciers, le professeur Richard Bileko, inspecteur général de la santé, le médecin colonel Jean-Bruno Ikapi, orthopédiste et cadre de l'hôpital militaire Pierre Mobengo, et le docteur Barat, orthopédiste venu de l'Inde. Cette conférence nous donne une occasion unique de partager notre expérience et les pratiques optimales en matière de politique de partenariat dans le domaine de la santé et d'étudier ensemble comment les professionnels de santé de divers horizons peuvent mettre en œuvre efficacement les synergies nécessaires pour rehausser le potentiel de prise en charge médico-chirurgicale des patients, spécifiquement en matière de l'orthopédie dans la sous-région. Il va sans dire que le secteur public et le secteur privé de la santé ont un rôle crucial à jouer dans cette optique. Voilà la raison de la présence de tous ici, dans cette salle. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de décrire brièvement les perspectives sanitaires, particulièrement dans les deux Congos, Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Deux pays frères condamnés par la nature à tout partager. Bien entendu, selon nos analyses, les analyses de Panorama Santé et Environnement. Les systèmes sanitaires des deux pays tournent au ralenti et les aléas négatifs persistent. Les deux pays sont en voie de redressement de leur système de santé au regard des différents projets intégrés ça et là. Mais le décollage est lent et entravé par les contraintes pesantes tant sur la demande, l'offre que sur l'organisation. Les principaux risques pour la croissance de l'économie sanitaire et les systèmes de santé de ces deux pays sont effectivement la démographie exponentiellement en augmentation, l'inéquation entre la formation universitaire comme source de production de la matière première et la demande, le sous-équipement pour la plupart des structures sanitaires de ces deux pays, et s'il existe un peu d'équipement, ils sont souvent vestutes. Il est également à noter quelques progrès. Côté positif, le secteur privé commence à donner des atouts dans le domaine, car le dynamisme du secteur privé de santé est positivement en croissance, mais il a encore du mal à muscler sa croissance. Ce sont des structures de santé de petites économies pour la plupart ouvertes, dont le cycle conjoncturel dépend de plus en plus de celui des pays. Dans ce contexte, les partenariats publics-privés santé
constitue un nouveau paradigme de l'action publique susceptible de conjuguer les efforts du secteur public à l'efficacité, les capacités de management et la culture de l'évaluation du secteur privé qui s'engage au nom de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, en partenariat public-privé, santé est une façon d'attaquer et de résoudre des problèmes de santé publique et de développement social en associant les efforts d'organisations publiques et privées. L'engagement du secteur privé dans de tels partenariats est donc une manifestation de leur comportement socialement responsable. Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs, de nos jours, les partenariats publics-privés dans le domaine de la santé sont rares, voire inexistants. La coopération inter-États dans la sous-région Afrique centrale reste essentiellement événementielle, souvent en cas de catastrophe ou d'épidémie. Pourtant, c'est le domaine où les partenariats doivent urgemment se développer et se multiplier si l'on veut atteindre les objectifs du développement durable. Ces réalités soulèvent un problème, celui du rôle effectif et potentiel des entreprises dans l'amélioration des indicateurs de santé dans la sous-région. Que font les entreprises concrètement comme action santé dans la sous-région et que sont-elles prêtes à faire encore pour relever le niveau de santé de la sous-région et favoriser, bien entendu, la réalisation des ODD santé. C'est pour cela que nous sommes ici. Un des objectifs premiers de cette conférence est de faire fond sur cette réflexion de partenariat inter-État et privé-public. Il nous faut trouver une voie spécifique pour surmonter les vulnérabilités en matière de santé de nos pays, à l'occurrence les deux Congos, tout en reconnaissant que tous nos deux pays se heurtent à des obstacles similaires. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, Mesdames et Messieurs, nous tenons à vous remercier à nouveau d'être venus ici, dans cette magnifique salle de réunion, et nous sommes heureux que les parties prenantes, en tout cas ceux qu'on souhaitait qu'ils soient là, soient largement représentés. Panorama Santé Environnement souhaite réaffirmer son engagement à œuvrer en partenariat avec tous les acteurs de la santé et avec l'appui de ses partenaires potentiels pour la promotion de la santé et à tirer efficacement parti de l'ensemble de vos compétences et de nos avantages comparatifs en faveur des populations de nos pays. Nous le répétons, nous sommes ici pour étendre notre connaissance et nos champs d'action. Nous espérons que nos débats fructueux et stimulants produiront en définitive des synergies partenariales dans le domaine de la santé et à la mesure des enjeux, une vision de l'avenir de la sous-région, en tout cas des deux Congos, pour les années à venir. Je vous remercie. Monsieur le Président du comité d'organisation de la conférence scientifique sur les chirurgies des prothèses articulaires et promoteur de Panorama Santé et Environnement, Monsieur l'inspecteur général de la Santé, Messieurs les directeurs généraux du ministère de la Santé et de la Population, Monsieur le vice-doyen de la faculté de médecine de l'Université Mariam-Gouabi, Mesdames et Messieurs les délégués des agences du système des Nations Unies, éminents médecins et scientifiques, Mesdames et Messieurs, c'est avec un très grand plaisir et le sentiment d'un immense honneur que je viens vous apporter les salutations de Madame Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé et de la Population. C'est aussi avec un grand intérêt scientifique que le directeur de cabinet que je suis participe à l'ouverture de cette conférence scientifique. En effet, vous travaillez sur un terrain qui se trouve bien une préoccupation commune
le partenariat public-privé santé, encore que j'observe à parcourir votre programme que vous ne laissez pas de côté l'aspect du développement des synergies partenariales de la sous-région, de la formation universitaire, des activités médicales, notamment entre nos pays frères, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Ma présence parmi vous pour présider l'ouverture de cette conférence traduit l'engagement de Madame la ministre de la Santé et de la Population à œuvrer pour le succès de toutes les activités scientifiques intéressant les domaines des soins de santé, de la formation et de la recherche médicale. La question de santé publique se pose avec acuité dans nos États. En effet, la sous-région Afrique centrale est une partie du monde dont l'indice de développement est l'un des plus bas au monde. Cela se traduit par une insuffisance de la couverture sanitaire, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Les conditions de vie difficiles et la promiscuité constituent des facteurs favorables au développement des maladies endémo-épidémiques. À ces maladies s'ajoutent les insuffisances dans les domaines de la prévention, de l'offre de soins de qualité et dans l'accessibilité aux structures de santé. Le gouvernement du Congo-Brazzaville est résolument engagé à combattre ces contraintes avec pour objectif la réduction significative des taux de mortalité et de morbidité élevés dans notre pays. Cette volonté, clairement exprimée dans le plan national de développement sanitaire, a été validée il y a seulement quelques jours en présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mwamba, des membres du gouvernement ainsi que des partenaires techniques et financiers. Mesdames et Messieurs, chers conférenciers, au-delà des thèmes scientifiques et spécifiques de la présente conférence, à savoir les chirurgies des prothèses articulaires, ce focus sera un cadre de rencontre scientifique entre les chirurgiens de notre pays, le Congo, et leurs collègues venus de l'Inde et de la République démocratique du Congo. Ces échanges seront formateurs pour vous tous, spécialistes comme généralistes, assistants comme étudiants, avec pour seule ambition l'amélioration de la santé de vos patients. Ces échanges vont également vous ouvrir des perspectives de synergie partenariale entre vous, mais aussi améliorer la visibilité et la valorisation de vos compétences individuelles. Mesdames et Messieurs, chers conférenciers, au Congo, nous œuvrons pour développer une médecine de qualité et de proximité, afin de rapprocher les meilleurs spécialistes ainsi que les meilleurs équipements des malades. Il est donc urgent que les malades de notre pays profitent des techniques innovantes dans la prise en charge des pathologies orthopédiques. C'est le lieu pour moi de vous témoigner, au nom de Madame la ministre de la Santé et de la Population, toute notre satisfaction pour cette initiative. Le Congo a besoin d'une médecine hospitalière vers laquelle on réfère les cas graves et où s'organisent les activités de soins et de recherche de haut niveau. Je souhaite vivement que cette conférence apporte de l'énergie nécessaire et des pistes de solutions, des partenariats solides, efficaces dans un avenir proche. La communauté médicale congolaise doit participer à cette évolution pour faire de notre pays un pôle d'excellence en matière de partenariat dans le domaine de la santé. Engageons nos pays respectifs de façon irréversible dans la voie du développement avec la santé. Et pour réussir, nous avons besoin de toutes et de tous dans une démarche scientifique avec optimisme et détermination. Dans cette marche que nous voulons irréversible vers le développement, les professionnels de santé congolais
doivent prendre leur place afin de faire du Congo un pays ouvert, émergent, au service de nos populations. La conférence prendra en compte, je n'en doute point, l'attente de nos populations en matière de qualité de soins de santé en général et de soins de chirurgie orthopédique en particulier. Je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouverte la conférence sur les chirurgies des prothèses articulaires. Je vous remercie. J'ai le devoir de présenter le regard sur les activités orthopédiques à l'hôpital central des armées Pierre Mobengo. Nous allons le faire selon le plan suivant. Donc, nous allons présenter l'orateur que je suis. Nous allons procéder à une modification du titre. Nous allons faire l'historique des prothèses à l'hôpital central des armées Pierre Mobengo. Nous allons parler des prothèses de hanche et nous allons faire un sous-exposé qui va être inclus dedans, évaluation précoce d'une série de 52 prothèses totales de hanche. Et enfin, nous allons tirer quelques conséquences de notre petite expérience. Nous allons envisager quelques perspectives et enfin conclure. La prothèse totale de hanche est l'un des plus succès cliniques et l'une des meilleures procédures médicales développées durant le siècle dernier. En 2007, le Lancet l'a qualifié de l'intervention du siècle. Donc la demande et la pose de la prothèse totale de hanche est en perpétuelle hausse dans les pays développés, mais également dans les pays pauvres ou les pays en voie de développement comme les nôtres. C'est pour ce titre que nous nous sommes proposés de procéder à une évaluation précoce des prothèses totales de hanche qui ont été réalisées dans le service de traumatologie orthopédie de l'hôpital central des armées. Sur le plan méthodologique, l'étude s'est réalisée dans le service de traumatologie. C'est une étude rétrospective qui est partie de 2014 en 2018 avec un recul minimum de 6 mois. Les patients étaient âgés de 18 ans minimum et opérés d'une prothèse totale de hanche. Il y avait 52 patients, soit 32 hommes pour 22 femmes. L'âge moyen était de 35 ans. Les étiologies, les coxarthroses primitives, il y avait 20 cas. Les coxarthroses secondaires, il y avait 34 cas. Dans les 34 cas, nous avons la dysplasie de hanche, 4 cas, et il y avait une lésion bilatérale. Les séquelles de coxite infectieuses, essentiellement la tuberculose et les coxites infectieuses non tuberculoses, c'est-à-dire à germe banal. Nous avions également les coxites érosifs qui étaient dus soit à la prothèse de Moore, soit à la prothèse de Thompson. Il y avait 2 cas. Et post-traumatique, il y avait 3 cas. Et les ostéonécroses aseptiques de la tête du fémur, il y en avait 21 cas. De ces 21 cas, il y avait 14 cas qui étaient dus à une dépigmentation cosmétique qui est courant à Kinshasa comme à Brazzaville. Il y avait 2 cas de drépanocytose, 2 cas d'éthylisme et il y avait 3 cas qui n'étaient pas étiquetés d'étiologie non retrouvée. Ici, nous avons une coxarthrose primitive chez une patiente de 60 ans et de l'autre côté, nous avons une ostéonécrose aseptique qui est bilatérale, qui est secondaire à une dépigmentation cosmétique pour les femmes qui utilisent habituellement les dermocorticoïdes. Et ici, c'est bilatéral, c'est une jeune dame qui doit avoir 25 ans en provenance de Pointe-Noire. Ici, nous avons les coxites protrusives qui sont dues à la prothèse de Moore et à la prothèse de Thompson. Et donc, sur le ressentissement, nous avons le score de paiement avant les interventions qui était en moyenne de 8 et le score ALICE était de 45%. Matériel et méthode. Les ancillaires qui ont été utilisés, ce sont des ancillaires de type PAVI. Et les ancillaires qui ont été utilisés, c'est le matériel PAVI et Quaterto d'une entreprise française qui s'appelle le groupe Lépine. Donc ici, vous avez le jeu des alésoirs. Et là, vous avez le matériel, vous avez une tige PAVI non cimentée, une tige PAVI cimentée. Ici, vous avez un cotil
un cotyle non cimenté avec vis, cotyle non cimenté avec vis, et ici vous avez le montage d'une prothèse totale de hanche non cimentée avec un couple de friction céramique de type alumine. Les tiges fémorales qui étaient utilisées, c'était le type l'hydroxyapatite, et les tiges fémorales acimentées, les cotyles HBAP et les cotyles SCRO. Ici, nous avons la gamme Quattro. Vous avez ici le Quattro avec Plo. Vous avez ici le Quattro avec Pressfit. Donc tout ça, ce sont des Quattro, ce sont des cotyles non cimentés. Ici, vous avez le Quattro cimenté. Et de l'autre côté, vous avez le Quattro cimenté avec... Jean-Bruno Ikapi, orthopédiste, pour ce brillant exposé. Il y a des grands politologues qui disent la politique est dans tout, mais tout n'est pas politique. Vous avez compris que beaucoup de choses se font dans notre pays. Malheureusement, quelquefois, nous ne sommes pas toujours à la hauteur de l'évolution technologique. L'idéal, ce serait, d'ailleurs c'est le but de cette conférence, ne pas toujours attendre que les volontés politiques puissent mettre à notre disposition tout ce que nous avions besoin au moment où les populations ont besoin des soins de qualité. Il faut peut-être réfléchir sur la mise en place des synergies partenariales dans la sous-région. Et pourquoi ne pas commencer, docteur Ikapi, par les deux villes les plus proches? Et je crois qu'après l'intervention du docteur Barat, certainement nous allons trouver un dénominateur commun pour essayer de créer des synergies partenariales. Et nous invitons le docteur Barat. Il sera interprété parce que sa conférence, et comme vous avez vu dans les documents qu'on vous a distribués, c'est en deux langues, français et l'anglais. Lui, il va parler en anglais, et le docteur Kabongo, qui est le directeur médical directeur des affaires médicales de l'hôpital HIG Hospital, va interpréter en français. I'm from India. I'm associated with HIG Hospital Kinshasa. Alors, bonjour, je viens de l'Inde et je suis en partenariat avec l'hôpital HIG Hospital de Kinshasa. For next 15 more minutes, we'll discuss in brief about what happens in the knee, how to prevent your knee problem, and what are the latest treatments available in knee arthritis. Alors, pour les prochaines 15 minutes, nous allons discuter sur tout ce qui se passe avec vos problèmes de genoux, comment prévenir les problèmes des genoux et parler aussi de la prise en charge. To be discussed is, first we should know what are the risk factors causing osteoarthritis. Alors, quels seront les objectifs lors de notre discussion? La première chose, c'est de savoir quels sont les facteurs de risque d'une arthrose. How to diagnose the problem. Comment poser le diagnostic. And of course, the treatment. Et bien sûr, comment prendre en charge l'arthrose. Okay, so medical therapies are normal painkillers, calcium supplements, cartilage nourishments are the drugs which are helpful in early stage of osteoarthritis. Alors, dans la prise en charge médicale, vous avez les antidouleurs en général comme ça se donne. There are certain treatments like injecting steroids or injecting cartilage nourishing into your joint. Alors, il y a certains traitements où vous allez faire des injections intra-articulaires, par exemple. There are various reports available in the literature supporting this. Il y a plusieurs littératures, plusieurs articles qui soutiennent ce type de traitement. But it is better not to do it. These literatures at present have clearly proved that there is no role of injections inside the knee. Alors, il ne faudrait pas utiliser cette option-là parce qu'actuellement, il y a d'autres littératures qui montrent qu'il ne faudrait pas aller sur cette voie-là. So, avoid getting injections inside your knee. Il faut éviter carrément d'avoir des injections intra-articulaires. So, a physiotherapy,
that is a major in an early stage osteoarthritis. La kinésithérapie est une bonne chose pour la prise en charge précoce. It could help to relieve your pain. Ça peut vous aider à contrôler la douleur. So what are the other options available is, in the early stage, you can use an arthroscopic lavage and debridement to reduce your pain. Alors, vous avez encore d'autres options. Vous pouvez utiliser l'arthroscopie pour faire le lavage de votre articulation, par exemple. So what are the other options is an corrective osteotomy, bone correction, deformity correction. Alors, il y a l'ostéotomie pour la correction de votre articulation. This is a graph showing that your weight-bearing axis should fall in the center of the hip, center of the knee, center of the ankle. Alors là, vous avez un schéma qui montre que votre poids doit être réparti au niveau de Knee, genou. genou, hanche et puis la cheville. So what is the treatment in a severe stage? Alors, c'est quoi le traitement en cas de pathologie suffisamment avancée? Is the knee replacement, which is the only option available. C'est l'arthroplastie qui est la seule option jusque-là disponible. So this is what is the technique which I have innovated, what we call it a smart technique knee replacement. Alors là, c'est une technique que qu'il a lui-même innové, qui s'appelle la SMAT. It's nothing but a fast track recovery. C'est rien d'autre qu'une récupération très rapide. So this is a patient where the patient is able to sit within 1 to 3 hours, and in 4th hour, patient is walking without pain. Alors, 1 heure à 3 heures après l'opération, le patient peut déjà s'asseoir et à la 4e heure, le patient peut déjà commencer à se mouvoir, à marcher. So when to get your knee replacement done and where to get it done? Et quand faut-il remplacer le genou et où le faire? So when to get it done is when you have a continuous pain. Quand le faire, c'est quand vous avez une douleur continue. When your daily activity of life is affected. Alors quand vos activités quotidiennes sont affectées. When you need your painkillers on a regular basis. Alors quand vous avez besoin des antidouleurs très souvent. And of course, disability and deformity. Et évidemment l'invalidité. So where to get it done? Et où faire votre intervention? So the surgery should be done in a good operative setup. Alors, l'intervention chirurgicale doit être faite dans une très bonne salle d'opération, bien équipée. Yeah, so the theatre have a laminar, clean air theatre, so the chance of infection is quite low. Où la gestion de l'infection est suffisamment bien organisée. So these are called as HEPA filters. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les filtres. Where there will be a clean air, there will be no germs or organism in the theatre. Le but de l'exposé du Dr Bharat était la présentation des différentes techniques de la chirurgie orthopédique. L'innovation était donc au rendez-vous. La technique SMART, une technique chirurgicale mini-invasive, développée et améliorée par le Dr Bharat lui-même, vise à optimiser la prise en charge des patients tout au long de leur parcours de soins. Les bons résultats observés dans ce cadre permettent de réaliser sans problème des arthroplasties bilatérales dans le même temps opératoire et sans allongement notable de celui-ci ni impact significatif sur la récupération fonctionnelle. Il s'agit là des nouvelles techniques que les chirurgiens orthopédiques de la sous-région doivent s'approprier. C'est une belle matinée et je suis très heureux. Très heureux parce que voilà pourquoi on dit que tout est... Ceux qui prient disent qu'au commencement était la parole. Les autres disent qu'il y a d'abord l'idée. Avant, il y a une conception. Et après, ça va de l'embryon au fœtus et puis l'accouchement. Et il y a des grossesses qui ne dépassent pas 3 mois. Pourquoi? Parce que la conception n'a pas été bonne. Quand le médecin a tort, insiste pour que la grossesse continue, il va naître un monstre, ou un enfant qui va un mort-né. Parce que la nature elle-même, elle contribue à régler et nous l'aidons. C'est l'exemple typique. Voilà une expertise congolaise qui est sous-utilisée. En 2012,
on a donné les résultats de l'état de santé des Congolais. Ça a été donné avec un instrument de mesure international. Là, ce n'est pas à contester, non, c'est congolais ou c'est la politique, non. Le CDC Atlanta, les Américains, l'UNICEF au niveau international et le Congo qui ont mesuré. Et on s'est rendu compte qu'on a fait des progrès énormes. Attention, les gens meurent plus parce qu'on est plus nombreux et que ça ne va pas. Mais quand on fait des statistiques, la mortalité des Congolais a diminué de 13 pour 1000 à 11 pour 1000. Et le nombre de femmes qui meurent en accouchant a diminué de 786 à 436. Le Congo a été le deuxième pays en Afrique noire à avoir diminué le taux de mortalité des enfants. C'est une réalité. Mais ça a été obtenu parce qu'on a fait beaucoup de choses. Le code de l'eau, ce programme-ci, les stratégies, le fait, les pratiques favorables à la santé, il y a plein de choses qu'on a fait. Plein de choses. Vous savez qu'en 2012, on a distribué des couvertures, des moustiquaires, depuis 2010. Tout ceci a permis ces résultats. Mais ces résultats, quand on les apprécie, il y a un contraste entre la qualité du fonctionnement de l'institution publique et les données. C'est-à-dire que ces données, pour une grande partie, viennent du fait qu'on a un secteur privé qui est efficace et qui contribue à diminuer la maladie et la mort. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de paludismes qui ont été traités à Ngamakoso ou à Kibina ou à Mongopuku, qui ne sont pas venus à l'hôpital public et qui sont guéris, qui ont empêché un enfant de mourir. Donc ce secteur privé est important. La preuve, elle est là. Donc on ne peut pas développer la santé au Congo si on ne tient pas compte du secteur public, privé. Autrement dit, le taux de planification familiale, pour avoir une maternité à moindre risque, l'un des piliers, c'est la planification familiale. C'est-à-dire que les grossesses désirées, il ne doit pas avoir de grossesse précoce, c'est des jeunes filles ou des enfants rapprochés. La planification familiale, quand on l'étudie dans le secteur public, c'est à peine à 7%. Il y a même des départements, des districts où c'est 0,2%. Ils ne prennent pas de pilules, pas de préservatifs, ils ne font même pas la méthode naturelle. Là. Donc, c'est tout à coup, l'enfant vient, comme il dit, c'est Dieu qui donne. Mais quand on voit le public et le privé, le taux national est à 30%. Ça a augmenté. C'est parce qu'il y a des sages-femmes en privé qui le font. Même si elles travaillent aussi à l'hôpital, mais elles font une action privée. Donc, autrement dit, on ne peut pas faire l'économie du secteur privé pour améliorer la santé. Et l'exemple que nous voyons ici doit nous servir pour avancer, pour ensemble, dans les discussions, en très peu de temps, vous me donnerez votre appréciation, votre appui, pour que moi, au niveau où je suis, je puisse concevoir le modèle qui va faire que lui soit mieux utilisé, s'il le faut, avec les Indiens ou à Kinshasa. C'est pour ça que je suis venu, que Madame la Ministre, hier, m'a entretenu pendant près d'une demi-heure sur cet aspect-là. Parce que ces problèmes prioritaires que vous voyez ici nous concernent tous. Même si on a fait des progrès, ça reste élevé. Les comportements à risque chez les adolescents et les jeunes. J'étais tout à l'heure au forum de l'ordre scolaire. J'ai vu les enfants de 16 ans. Savez-vous que les enfants de 16 ans, quand on a étudié les enfants du lycée au Congo, 65% voient des films pornographiques, 60% des filles font la sodomie, 40% des garçons vont voir les prostituées. C'est une bombe pour le sida. Et le sida a réaugmenté. On avait diminué à 60 000, maintenant on est reparti à 100 000 Congolais porteurs du VIH parce qu'on n'a pas fait attention. Or ça se passe là. Mais il n'y a pas que le public. Si le privé ne s'y intéresse pas, si dans les entreprises on n'apprend pas le comportement correct, si la société civile ne s'y intéresse pas, ça ne marchera pas. Les associations au Congo sont de type privé. Il y en a qui sont d'utilité publique, mais c'est du domaine privé. Donc le partenariat public-privé se fait aussi avec ces ONG. Donc tous ces problèmes, nous ne pouvons pas les résoudre tout seuls. Même si on a fixé des objectifs récemment, je crois que c'était le 12, je crois, nous avons fait la validation du plan de développement sanitaire, le PNDS. Ce qui va nous permettre, parce que autant le docteur planifie pour sa prothèse, autant à la maison on planifie quand même pour atteindre la popote, hein,
On s'est dit, bon, on va acheter 2 sacs de foufou plutôt qu'un parce qu'il y a un neveu qui est venu du village, il y a la belle-mère qui est là, donc on va 1,5 sac, on va acheter 2 ou 3 paquets de sucre ou 5 boîtes de spaghettis, ainsi de suite. La santé au niveau national, on planifie. Et quand on planifie, on a fixé des cibles. Il faut qu'on soit à ce niveau-là, la mortalité des mamans, des enfants, qu'on réduise la mortalité des maladies transmissibles, les facteurs de risque, là, qu'on les prévienne, les comportements chez les adolescents, que ça change. Mais si vous vous souvenez de la première plaque, on ne pourra pas atteindre ces objectifs si on n'utilise pas le secteur privé et si on ne passe pas par le partenariat public-privé. Autrement dit, nous n'aurons pas beaucoup de personnes qui auront des prothèses si nous continuons seulement à évacuer, on n'a plus d'argent, ou si ceux qui peuvent le faire vont à Dr Ikapi. On ne pourra pas. Donc, c'est pour ça que Madame la ministre a dit il faut aller, il faut même faire une visite à Kinshasa pour voir cet hôpital où ça se fait et pouvoir établir des partenariats. Elle a donné ça comme orientation. Donc, voilà le programme de la santé du Congo, mais pour faire ça, il faut financer. Pour faire ça, il faut financer. Encore que, quand on a eu beaucoup d'argent, on n'a pas pu tout faire. Mais notre ami orthopédiste, il faut que nous fassions, nous concevons et que nous puissions prendre la réglementation pour qu'ils viennent opérer chez nous. Que c'est très cher, maintenant ils vont en Chine, barrière de la langue, maintenant ils vont en Inde. Mais c'est mieux qu'eux, ils viennent. Pour un qui vient, qui peut opérer une 50aine, c'est mieux que 10 seulement puissent partir là-bas. C'est ça le PPP en pratique, mais il faut que nous le concevions. Et moi, malgré tout ce que je peux faire, je ne peux pas y arriver si vous ne faites pas du lobbying auprès de qui vous voulez, qui vous savez. Le médicament, la pharmacie, ça rapporte plus que le pétrole. C'est la première industrie qui mobilise le plus d'argent avant le pétrole. Donc nous, on a oublié que la santé, c'est un domaine d'affaires. Docteur Kevin Gampio, merci de cette conférence, que les gens sachent que là, la santé doit y être quand on parle du public-privé. Donc, au niveau du ministère, on a signé un protocole d'accord avec le privé. On a formé des gestionnaires et on a mis en place une cellule du partenariat public-privé et on a tenu cette semaine. On a même appelé les journalistes qui font de la santé dans les radios, dans les journaux. On les a appelés pour dire, mais comment? Vous n'êtes pas là que pour dire ce qui se passe, venir filmer puis montrer à la télévision. Vous êtes là aussi pour apporter la nouvelle qu'il faut aux Congolais pour que la santé soit meilleure. Et même pour les étrangers, et je vais terminer par là. Voyez-vous, on a mis l'ordre professionnel, ça existe. Quand ça existe, doit donner son avis. Pour les étrangers, aucun étranger ne peut venir faire la santé au Congo. La santé, ce ne sera pas comme de Bifuiti à Texaco-La Tiémé, où toutes les boutiques s'appellent Abdoul, Salem, Mamadou. À la santé, ça ne sera pas comme ça. Nous ne sommes pas encore envahis. Si on ne fait pas attention, on sera envahi. Et comme ils ont une puissance financière, ça va devenir comme ça aussi. Et nos enfants, vous ne pourrez pas vous installer. Le professeur Richard Bideko, inspecteur général de la santé, dans son exposé a voulu montrer l'importance pour le Congo à travailler avec le secteur privé de santé pour réaliser les objectifs de santé publique. Pour lui, il faut donc un consensus sur les principaux défis à relever et les stratégies efficaces pour renforcer les capacités. Il s'agit de la mise en place d'un cadre technique de référence dont la perspective des actions à entreprendre dans la formulation du partenariat public-privé sera donc bien énumérée. AG Hospitals a été mise en place, non pas pour importer des médecins spécialistes ou importer des spécialités
qu'elles viennent travailler ici, mais c'est pour que les personnes qui sont au summum de leur art, de leur connaissance en médecine, viennent quand nous n'avons pas une disponibilité locale ou quand on n'a pas de disponibilité dans le voisinage. Tous ceux qui sont en train de venir n'ont pas seulement pour rôle d'intervenir, de procéder à des interventions chirurgicales ou de traiter, mais ils ont aussi pour rôle d'enseigner, de transmettre la technologie, de transmettre les connaissances, c'est-à-dire de requalifier, je vais employer un mot, la main-d'œuvre locale, de qualifier le personnel local, de transmettre les connaissances qu'eux possèdent au personnel local. Cela veut dire tout simplement la venue de tous ces spécialistes est une venue provisoire. Ils viennent pour intervenir sur des cas spécifiques. Ensuite, ils doivent faire en sorte que les connaissances qu'ils possèdent soient transmises à des nationaux. La même réglementation qui a été présentée par l'inspecteur général existe en République démocratique du Congo. Les médecins qui peuvent être admis à venir en République démocratique du Congo, la première condition, c'est sous réserve de réciprocité. La deuxième chose, c'est que ces médecins-là qui viennent doivent avoir ou être compétents dans des spécialités qui ne sont pas disponibles en RDC. C'est quasiment la même réglementation en lisant ce qui a été diffusé. S'ils viennent pour l'instant, c'est pour former. Et d'ailleurs, le promoteur de HG Hospitals lui-même, je crois que quelques-uns d'entre vous ont déjà visité, nous avons une salle comme celle-ci, mais qui est une salle réservée au transfert de technologies. C'est une salle dans laquelle les étudiants, les jeunes médecins, les médecins pourront venir suivre des interventions chirurgicales en direct. On peut même connecter avec l'université de Kinshasa. Je suis en pourparlers avec le doyen, de manière que, à la faculté de médecine, ils peuvent suivre en direct ce qui est en train de se faire à HG Hospitals. Je crois que nous, les Africains, nous devrons apprendre à laisser, pas toujours un héritage financier et matériel, mais à laisser à nos enfants, à la postérité, un héritage intellectuel, à leur inculquer la manière de mieux conduire les professions dans lesquelles nos enfants s'engagent. Pour le directeur général de HG Hospital, principale cheville de ces partenariats en conception entre les deux Congos, son institution hospitalière amène une technologie de pointe en Afrique centrale dont les populations doivent être les bénéficiaires. Il s'agit d'une contribution non seulement pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique centrale en particulier, et pourquoi pas l'Afrique noire en général.